tous. Je prends juste un petit mot en préambule pour vous dire à quel point le Figaro est heureux d'être partenaire une nouvelle fois de cette édition de Giverny. Cet événement, vous le savez tous, il est essentiel à la réflexion si on veut faire évoluer les comportements et les transitions. Et c'est pas un petit accident de parcours qui m'aurait empêché d'être là aujourd'hui. Voilà. Et justement, ce comportement dont nous allons parler ensemble aujourd'hui, Thierry vous a présenté les intervenants qui nous font le plaisir d'être avec nous à cette table ronde. Je ne vais pas redonder, ce qui va nous permettre de rentrer très vite dans le vif du sujet. Le groupe de travail sur les comportements s'est donc réuni 4 fois. 4 fois, ces participants ont débattu et ont ressorti de leur discussion 5 propositions pour engager tous les individus dans les transformations écologiques et sociales. Je vous les cite très rapidement parce que vous les avez dans vos documents. La première proposition consiste à faire de l'audiovisuel et des industries culturelles et créatives des leviers de création et d'information autour de nouveaux imaginaires. La deuxième proposition propose de rendre obligatoire une notation environnementale de type EcoScore, Planet Score ou Score Carbone pour tous les produits et services. La troisième propose de rendre obligatoire l'intégration de modules dédiés aux enjeux de la transition écologique et sociale dans les cursus de formation pour tous les publics. La quatrième propose de mobiliser la capacité d'engagement et d'influence de l'entreprise, notamment en s'appuyant sur ses engagements de CSRD. Et la dernière propose d'impulser une politique de transition écologique et sociale auprès des organisations locales pour les rendre motrices de la transformation sur leur territoire. Voilà, nous allons revenir ensemble un peu plus longuement sur 2 de ces propositions. Une que je qualifierais peut-être de rationnelle et l'autre davantage d'émotionnelle. Je vais me tourner vers vous, Olivier Girard. Vous allez nous présenter, vous, la proposition numéro 4 et nous expliquer finalement en quoi la mobilisation des entreprises dans cette histoire revêt une saveur toute particulière finalement. Oui, alors merci Marie, je prends le micro. Bonjour à tous. La proposition 4, d'abord merci au groupe de travail d'avoir travaillé. Donc c'est mobiliser la capacité d'engagement et d'influence de l'entreprise. La deuxième partie de la phrase en s'appuyant sur les engagements CSRD, j'y reviendrai après. D'abord mon premier point, c'est de confirmer l'engagement des entreprises. Alors on en veut toujours plus, il n'y en a pas assez. Alexandra tout à l'heure redisait l'urgence de la situation, je ne reviens pas là-dessus. On a une étude nous qu'on fait tous les ans, qu'on actualise tous les ans et qui mesure sur les 2000 plus grandes entreprises, il y a un biais, c'est les 2000 plus grandes, c'est pas les autres, leur avancement sur leurs engagements, le niveau de détail des plans qu'elles ont pour aller vers la neutralité carbone. À nouveau, c'est uniquement la neutralité carbone, c'est pas d'autres sujets. Mais n'empêche, c'est 30%. Ça a beaucoup bougé en 5 ans. On peut toujours voir le verre à moitié plein, le verre à moitié plein, et le verre à moitié vide. Mais 30%, c'est beaucoup plus qu'il y a 5 ans. Ça ralentit un tout petit peu. Mais donc, il y a un effort. Il y a des gouvernances, il y a des décisions, il y a des budgets, il y a des choses qui sont lancées. Et ça, c'est intéressant. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est, et ça, c'est pas une étude, c'est plus mon ressenti des 2 dernières années et de nombreuses conversations avec des dirigeants français. L'essentiel de l'effort de communication, quand je les écoute, est tourné vers l'extérieur. On parle aux régulateurs parce que les normes bougent. On parle vers un conseil d'administration ou vers des actionnaires parce qu'ils sont très demandeurs, si on considère que le conseil d'administration est un petit peu à côté de l'entreprise. On parle aux clients, et c'est très bien d'ailleurs, ce n'est pas une critique, on parle aux clients parce qu'on a réussi à intégrer la durabilité, la question de la durabilité dans la différenciation des produits et des services. C'est formidable. Mais finalement, c'est tout le temps vers l'extérieur. Et le constat, en discutant avec eux, le constat explicite, pas entre les lignes, c'est on ne parle pas suffisamment à nos propres collaborateurs. Et donc je trouve que ça, c'est un point intéressant de rediriger, il y a une opportunité ici derrière ce constat, c'est de reconstruire un narratif vers ses propres collaborateurs qui, de temps en temps, se posent énormément de questions sur ce qu'on fait, sur ce que la propre entreprise fait. Et il faudra plus qu'une batterie de chiffres, c'est un vrai narratif qu'il faudra reconstruire. Donc je trouve que c'est une opportunité intéressante, mais il y a quelque chose à faire. Merci beaucoup Fabienne Dulac. Vous avez choisi la proposition numéro 1 qui finalement va dans la continuité de ce que disait Olivier Girard, parce que changer de comportement, c'est aussi une question de ressenti. Et vous vouliez insister sur l'importance de créer de nouveaux imaginaires autour de ces sujets-là. Oui, d'abord je voudrais en profiter pour remercier le groupe avec qui on a travaillé, et puis surtout Giverny d'avoir pensé à travailler sur les comportements. C'est quand même un sujet qu'on n'évoque jamais. Or, à la base de toute transition, de toute transformation, il y a l'humain et il y a l'individu.
l'individu qui vient au final avec sa complexité. Et je voudrais, avant de répondre à la question pourquoi imaginaire, expliquer pourquoi justement on a défini l'imaginaire. Quand on est dans des phénomènes de transition, évidemment, on met en avant les identités multiples de l'individu. On est à la fois consommateur, on est à la fois membre d'une cellule familiale, on est collaborateur, on est citoyen. Et face notamment à la transition écologique, toutes ces individualités, toutes ces personnalités, elles s'affrontent et elles font face à des injonctions, voire des injonctions contradictoires. On en parlait ce matin sur la création de valeur, qui n'est pas encore complètement évidente, alors qu'on sait qu'à titre individuel, effectivement, on va vivre dans un monde qui embarque la transition écologique, aura plus de sens. La deuxième chose, c'est que l'individu, il est totalement résistant au changement. Nous le sommes, c'est une réalité. Il ne faut pas la nier. Je veux dire, on a beau dire ce qu'on veut, c'est une réalité. Donc il faut partir de cet élément-là. Le troisième élément qui, moi, m'avait frappé, c'est qu'au final, le changement climatique, et là aussi, il faut se le dire, c'est une transition qui est un objet complexe, plus complexe que les dernières transitions qu'on a vécues. La transition numérique, par exemple, qui a amené à des changements comportementaux, ou si on remonte avant et on n'était pas né, la transition industrielle. C'est un objet complexe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il touche au quotidien, il touche aux valeurs, il touche à la connaissance, et il est fondamentalement clivant, comme le numérique a pu l'être, mais comme on a réussi à le dépasser. Donc c'est pour ça que nous avons vraiment voulu travailler sur qu'est-ce qui pourrait fédérer cet individu et ces collectifs, et qu'on s'est dit qu'il fallait retravailler sur des imaginaires, travailler sur des imaginaires collectifs positifs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien, la transition écologique, et je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Alexandra Pal ce matin, bien sûr que la situation est grave, voire dramatique, mais il est uniquement traité sous l'angle de la dystopie. Il est uniquement traité sous l'angle de la catastrophe. Et on sait très bien, là, c'est les chercheurs en sciences sociales et humaines, les chercheurs en neurocognitif, vous le diront, la peur, elle aide à la mémorisation, mais elle n'est absolument pas mobilisatrice de l'action. Elle induit même un repli face à l'action, parce qu'en fait, la peur tétanise. Et d'où le fait qu'on est arrivé à se dire qu'il fallait absolument, et moi j'en ai la conviction, qu'il faut travailler sur cet imaginaire collectif pour induire l'action. Induire une action pour pouvoir se projeter dans un futur désirable, et pas uniquement punitif, sanctionnant, même s'il faut de l'obligation. C'est pas la même chose. Être capable de s'approprier son adaptation et le travailler de façon collective pour ne pas être clivant, parce que le collectif va permettre de développer la théorie des jeux. C'est si j'agis, l'autre va agir. Et sortir du dilemme du prisonnier, chacun agit dans son coin et en fait la somme des parties ne fonctionne pas. Et on sait très bien que c'est comme ça que se transforment les sociétés. C'est systémique, d'où le fait qu'on veut des imaginaires positifs, collectifs, et peut-être un dernier élément qui moi me paraît important, qui est que dans cette création de contenu qu'on veut rendre obligatoire, diffusion obligatoire, dans la création de fonds que l'on veut aussi avoir pour développer des fictions, parce que la fiction parle plus à l'esprit que toute autre chose, il faut pas se leurrer, il faut être beaucoup plus en proximité sur les messages. Quand on parle de décarbonation, ça ne parle pas. Quand on parle de santé, quand on parle de risques sanitaires dans l'alimentation, quand on parle de biodiversité, on a un impact beaucoup plus fort. Donc il faut aussi aller chercher des sujets qui mobilisent les esprits. Moi, j'ai une génération de garçons qui ont été marqués par cette image, peut-être certains s'en souviendront, de ce ours polaire sur son petit bout de banquise qui dérive. Et je peux vous dire que 10 ans plus tard, ils ferment l'électricité partout. Ils arrivent, même quand d'ailleurs je suis dans la pièce. Ils éteignent l'eau systématiquement. Enfin, cette image-là les a fondamentalement marqués à vie. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à créer pour créer le contexte favorable de la transformation. Un imaginaire positif, donc, mais vous le glissez quand même. Fabienne Dulac, il faut des obligations. Et justement, Édouard Arquois, quand on a discuté de cette table ronde, vous m'avez dit, vous, que vous aviez été marqué, et ça va peut-être un peu challenger les propositions du groupe de travail, par le côté coercitif, le rendre obligatoire de nombreuses propositions dans ce groupe de travail et dans d'autres. Du coup, est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est le seul moyen de faire avancer les choses ? Sinon, comment on fait ? Bien, bonjour à tous. Moi, je suis extrêmement sensible aux propos de Fabienne et avant ceux d'Olivier sur les salariés. La conduite du changement, elle passe quand même assez difficilement par l'obligation. Et Sébastien Lecornu a quand même ouvert cette journée
en nous rappelant que pour ceux qui étaient là à la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième édition, on était content de se retrouver, on a été content de proposer, mais que là maintenant le temps de convaincre allait revenir ou venir. Et convaincre, moi je travaille dans le transport aérien, convaincre le transport aérien, c'est un beau sujet parce que voler, c'est la liberté, c'est le voyage, c'est la découverte des autres, c'est l'accès à des univers ou à des horizons ou à des personnes qui nous sont inconnues, quoi. Et c'est pour ça que j'ai réagi sur cette question de l'obligation, parce que je travaille dans un monde dans lequel l'obligation est la règle et la liberté l'exception, mais fondamentalement, notre métier, c'est quand même d'ouvrir et de donner cette liberté. Et c'est pour ça que je fais le lien avec ce que vous disiez, Fabienne, sur l'enthousiasme. Enfin, sur l'imaginaire. Pour moi, l'imaginaire, il va nourrir un enthousiasme. Et le changement auquel on est invités les uns et les autres, le premier, le plus beau levier, c'est quand même l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme qui va apporter nos salariés, nos collègues. C'est l'enthousiasme qui va apporter le fait de pouvoir parler de notre métier. Il se trouve que, pardon de citer un exemple dans lequel ADP a été modestement impliqué, on sort des Jeux paralympiques. Et je vais prendre juste l'analogie. 2005, le législateur prévoit qu'en 2015, toutes les infrastructures sont accessibles. On est en 2024 et on sait qu'on n'a pas fait le tiers de la moitié du chemin. Alors évidemment, c'est rapide comme propos, parce que les raisons pour lesquelles on n'a pas tenu cette obligation ne sont pas que liées au fait que ce soit une obligation. Qu'est-ce qui a fait que ces Jeux paralympiques ont été ont été un succès organisationnel? C'est qu'en fait, on a emporté et enthousiasmé une communauté d'acteurs qui jusqu'à maintenant a été négligée, c'est ceux qui poussent des fauteuils. Et on leur a dit, mais finalement, vous allez donner le meilleur de vous-même, vous allez montrer le meilleur d'un pays, vous allez montrer une attention, on va retravailler sur des gestes, on va retravailler sur la beauté de ce que vous faites, en fait, de ce que vous proposez, de ce que c'est dit pour la société. On est passé de clauses dans des contrats, vous êtes obligé à faire ça, à le projet mérite, et il a un impact dans la vie des gens, parce qu'il a un impact sur l'accessibilité, il a un impact sur le regard qu'on va porter sur la différence ou sur le handicap. Voilà, c'est ça la réaction que j'avais. On a besoin effectivement de parler à nos salariés, de parler à l'interne, de parler à notre communauté des acteurs et de les mobiliser, au moins autant que de l'externe. Et l'imaginaire, en ce qu'il permet d'enthousiasmer, parfois peut-être un peu plus que d'obliger, est un levier de conduite du changement qui est formidable. L'imaginaire et la pédagogie, ce que vous nous dites finalement, l'explication, oui. L'histoire qu'on raconte autour. Il y a peut-être un pont supplémentaire entre ce que vous dites tous les deux. Fabienne Dulac, je sais que vous êtes favorable à une éducation obligatoire à ces sujets. Donc il y a le côté pédagogie et il y a le côté obligation qu'on retrouve finalement quelque part. Oui, je ne pense pas que ce soit antinomique avec ce que dit Édouard. Il faut trouver le bon équilibre. Et la formation, l'éducation obligatoire n'est pas coercitif. Il ne faut pas le voir comme ça. On vit dans un monde moderne qui bouge beaucoup, qui oblige de toute façon tout à chacun à rentrer dans des logiques apprenantes, que ce soit dans son métier de tous les jours, que ce soit parce qu'autour de nous les choses bougent. Et donc pour moi, la transition écologique, elle doit rentrer dans cet élément d'apprentissage, de formation tout au long de la vie et de connaissance. Parce qu'en plus, il y a un double phénomène. Il y a d'abord un objet qui est ce sujet de la transition écologique sur lequel la science progresse et quand même est définie des règles incontestables, mais qui sont contestées ou interprétées. Donc si on ne passe pas par une formation commune dès l'enfance dans le domaine éducatif, on ne luttera pas contre, j'allais dire, les climato-sceptiques, contre l'interprétation. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que la formation, elle permet au final de s'approprier là aussi, dans son parcours, dans son histoire, les transformations. Et ça aussi, ça permet de le rendre accessible à tous. Parce que c'est un sujet aussi qui a un deuxième impact, enfin en tout cas un deuxième phénomène particulier qui est clivant. Il ne faut pas se leurrer. On a le sentiment qu'il est l'apanage de ceux qui ont les moyens. Et on le voit bien dans les entreprises qui sont là aussi aujourd'hui, c'est quand même des grandes entreprises qui ont les moyens de la transition écologique. Et donc pour moi, la formation, qui commence dès l'enfance jusque dans l'entreprise, va permettre d'aligner et de créer un collectif. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une entreprise, on est formé à la compliance,
obligatoirement. On est formé à l'éthique, quasiment obligatoirement dans certaines conditions. Pourquoi ne serait-on pas formé à l'écologie? Pourquoi, quand vous êtes étudiant, et c'est très bien, vous devez passer une certification PIX pour vous approprier ce monde numérique qui est en train de transformer nos vies? Pourquoi il n'y aurait pas l'équivalent d'une certification PIX écologique qui commence de la 5e jusqu'à la terminale et qui, au final, apprend à tout un chacun à s'approprier cette transition? Voilà. Ça, c'est une conviction forte parce que je pense qu'elle est fédératrice, qu'elle réduit les clivages, qu'elle permet de lutter contre les fake news et qu'elle a, là encore, ce socle collectif de construction. Et alors, je me retourne vers vous. Accélérer les transitions, ça rime avec modération. Alors, comment on fait pour que ce ne soit pas finalement en contradiction avec l'intérêt de nos entreprises, hein, et c'est une question qu'on doit certainement se poser largement quand on travaille dans le secteur aérien, comme vous l'avez dit. Voilà, comment on s'en sort pour mêler ce qui peut paraître de prime abord, je dis bien de prime abord, comme une contradiction? Fabienne l'a dit, on est des grandes entreprises, mais on a des modèles économiques qui sont quand même très fortement percutés par tous les changements dont on parle. Et donc la conciliation entre ces objectifs et nos modèles économiques est évidemment une obsession. Il se trouve que chez ADP, on apprenait, Augustin Dormanet apprenait la modération dans l'usage du trafic aérien. La modération de l'usage du trafic aérien, mais la question peut valoir dans d'autres grands secteurs d'activité. En fait, il y a un intérêt aussi social de l'entreprise. Il y a un intérêt collectif, émettre moins de CO2, ou en tout cas émettre moins de CO2 le temps que des solutions technologiques permettent d'arriver à une neutralité carbone respectueuse non seulement de l'environnement, mais des générations futures. Ça permet le trafic aérien utilisé juste à bon escient permet de différer des besoins d'infrastructure. Donc l'entreprise a des besoins d'investissement qui sont moindres. On peut réserver ce trafic sur les segments les plus rentables, en l'occurrence la longue distance, le passager international, celui sur lequel il est possible d'obtenir des revenus différents. Et donc on peut tout à fait concilier un appel à la modération bon pour la planète ou l'intérêt général et le modèle économique. Là, je viens de le dire pour l'aérien, il y a des secteurs dans lesquels cette transition est à l'œuvre, dans la gestion de l'eau, dans la gestion des déchets, dans le transport public. Voilà, c'est un mouvement qui est général sur lequel je pense qu'il faut se pencher. Et pour rebondir sur ce qu'on disait dans l'échange là avec Fabienne, je pense qu'effectivement, nos équipes, nos collaborateurs, nos partenaires, la formation et la sensibilisation est essentielle là-dedans pour comprendre que une interpellation sur l'impact carbone, là il y a des questions, sur l'impact carbone du billet d'avion. Aujourd'hui, c'est facile de connaître l'impact carbone de son billet d'avion. Cette interpellation n'est pas une remise en cause de son métier, il y a une compréhension d'évolution de société et au contraire une incitation à changer. Voilà. Alors, Olivier Girard, quand on a discuté de cette table ronde, vous m'avez dit quelque chose qui m'a interpellée et je vais à peine caricaturer votre phrase. Vous m'avez dit, si on veut avancer sur les transitions et sur cette transition écologique, il faut arrêter d'en parler. Oui. Expliquez-nous ça, parce que vrai, là aussi, ça peut paraître paradoxal. C'est vrai, c'est ce qu'on s'est dit à 8h moins le quart hier soir. Et c'est très en continuité avec ce que Fabienne vous avez dit aussi, le temps de convaincre et l'imaginaire positif. En fait, je m'appuie sur une étude, mais je pense qu'on a tous des points de data qui vont confirmer ça. Mais je m'appuie sur une étude qu'on a faite pendant 2 ans auprès de 8000 personnes dans le monde, pour comprendre la manière dont ils recevaient la façon dont nous, les organisations, les médias, on parlait d'écologie. Et le résultat est brutal. Pour 3 personnes sur 5, l'idée de vivre de manière durable ne résonne pas. Point. Donc je pense qu'il faut réaliser ça. Une partie, vous l'avez dit, Fabienne. Ça veut dire que les discours fabriqués par nos organisations ne jouent pas sur les bons leviers. Il faut aller comprendre un peu plus loin. Ça veut dire qu'on essaye d'éduquer sur des emballages, on essaye de romantiser un discours sur la planète, on norme des choses, on parle de tonnes de carbone, mais ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, à 3 personnes sur 5. Ça, je pense qu'il faut vraiment le réaliser. Alors qu'en parallèle, les valeurs humaines, elles, portent nativement des sujets de développement durable. Et c'est peut-être davantage vers ça qu'il faut se tourner. Donc la question, elle devient, au lieu de comment est-ce qu'on peut rendre les humains plus durables, la question, elle devient comment est-ce qu'on rend la durabilité plus humaine.
Et c'est ça le sujet, à travers l'imaginaire, à travers beaucoup de choses. Et alors, notre étude, elle propose une façon de nous segmenter autour de 6 personnages. Je ne résisterai pas à l'envie de vous faire la liste, et vous vous reconnaîtrez peut-être dans l'un d'entre eux, je vous dirai lequel je suis, moi. Mais il y a 6 personnages, donc c'est une approche presque anthropologique, mais qui dit, en tout cas, quelque chose qui est très connu en marketing, pour les gens de marketing, c'est que on réagit tous à des stimuli différents, on est différents, et donc on doit nous parler de durabilité sans en parler de façon différente, parce que nous sommes différents. Alors, ils ont des titres formidables, ces 6 personnages. Il y a l'optimiste diligent. Ça c'est moi, c'est peut-être un peu vous aussi. Donc celui-là, il comprend le discours auquel on s'abreuve un peu nous tous les jours ici, et il part assez facilement dans la croisade, parce qu'il pense qu'on peut changer le monde avec un certain nombre de leviers. Donc je me reconnais tout à fait là-dedans. Vous avez le pragmatique déterminé. Lui, il a besoin d'aide. Il réagit à l'aide. Il pense qu'on ne peut rien faire tout seul. Donc lui, il faut lui parler co-création. Il faut lui parler très concrètement. Vous avez l'idéaliste intéressé et son ami l'altruiste découragé. L'idéaliste intéressé, il est sensible à la qualité de la vie. La qualité de la vie, c'est une priorité pour lui. L'avenir sera meilleur. Il pense qu'il a un contrôle sur son avenir. La santé de ses proches est très importante. Lui, il faut lui parler durabilité et qualité de vie. Mais il faut lui parler qualité de vie, pas durabilité. Il faut lui parler à lui, pas à sa communauté. Il est sensible à un discours vers lui. Lui, il ne faut pas lui dire « arrête de manger de la viande parce que ça fait du CO2 ». Il faut lui dire « arrête de manger de la viande ou mange un peu moins de viande parce que c'est bon pour ta santé et pour tes proches ». Ça, c'est l'idéaliste intéressé. À l'opposé, il y a l'altruiste découragé. Alors lui, il pense que les besoins des autres sont plus importants que les siens. Il est inquiet, il se décourage. Lui, il ne faut pas lui parler des risques, il ne faut pas être négatif, il faut lui parler de solutions, il faut lui parler du S et du E, pas que du E. Dans ESG, il faut parler à sa communauté, il ne faut pas parler à lui. Donc on voit bien qu'on peut décliner ça de façon intéressante. J'en ai encore un, je ne résiste pas au dernier. L'altruiste découragé, il faut lui parler du circuit court qui a un impact sur sa communauté, il ne faut pas lui parler à lui. Et le dernier, qui fait quand même 25% de l'échantillon, c'est le fataliste détaché. Alors pour lui, l'avenir est sombre, lui il se concentre sur le présent, il fait des choix, l'argent est un critère en permanence. Et donc lui, il faut lui parler du quotidien. On ne peut pas détacher la durabilité et l'économie, et ce que ça coûte. Et lui, je fais le lien avec une initiative du gouvernement. Quand on fait un véhicule électrique à 100 €, ce qui est intéressant dans la phrase, c'est 100 €. Et donc on a su lui parler, c'est un succès cette opération, parce qu'on a su lui parler avec 100 €, pas avec électrique. Donc voilà, je pense que vous avez compris où je voulais en venir, les gens de marketing sûrement depuis longtemps. Il faut parler différemment, plus positivement, et de façon beaucoup plus ciblée, en faisant bien l'hypothèse que nous sommes nous-mêmes pluriels et que notre société l'est bien évidemment. Merci Olivier pour cette classification. Alors, vous nous avez posé plein de questions. Thierry, on s'autorise, on prend le temps de 5 minutes pour répondre à une question. Allez, là. une ou deux questions. Oui. Sommes-nous sûrs que la liberté individuelle de voler est conforme à la préservation de la liberté collective de vivre correctement avec la nature et le vivant ? Oui, ça, c'est la théorie Jancovici. Hein. Il faudrait qu'on ait 4 vols dans sa vie. Oui, et sommes-nous sûrs que la liberté individuelle de voler est conforme à la préservation de la liberté collective de vivre correctement ? Oui. Oui, on en est sûr sur une certaine durée. Et la question, c'est atteindre ce moyen terme, c'est-à-dire atteindre dans 5 ans le niveau de carburant alternatif durable qui permet d'avoir une émission de CO2 qui, attendre dans 15 ans la rupture de l'avion à hydrogène pour une partie des vols, etc. etc. Et c'est pour ça que, comme on ne peut pas se contenter d'attendre, la question de la modération se pose, qui, elle, se nourrit soit de l'information, soit du signal prix, que ce signal prix soit le signal prix de la stratégie des marges des compagnies aériennes ou le signal prix de la taxation des pouvoirs publics. Donc, je pense que la réponse est à coup sûr oui, mais il faut mettre en place les mesures avec ce laps de temps qui permettent d'atteindre le moment où ce oui sera une évidence pour chacun d'entre vous. Merci Germain pour cette question. J'ai quand même envie d'en prendre une autre. Comment engager les entreprises dans leur démarche de valeur évoquée précédemment à utiliser leur campagne de communication comme levier de ce changement d'imaginaire ? Moi, je veux bien y répondre, peut-être pas seul, parce que je pense que chacun aura une idée. D'abord, aujourd'hui, les entreprises sont engagées par la CSRD. Olivier l'a dit, et ça, c'est un élément, mais effectivement tourné vers l'externe. Pour moi, ce qu'elles doivent faire sur la base de la CSRD, c'est de raconter, là aussi, une histoire, un storytelling à leurs collaborateurs sur la base de leur métier.
Si je prends le métier des MEIS, qui est un métier hautement humain, on gère des établissements, maisons de retraite, cliniques de soins, cliniques psychiatriques, notamment pour l'enfance. On part de la vie qu'il y a dans nos établissements pour aller chercher au final dans cette vie quotidienne que l'on mène avec des résidents, des patients, à quel endroit nous pouvons, nous, dirigeants, aides-soignantes, infirmiers, médecins, avoir des bonnes pratiques tous les jours qui limitent l'impact environnemental, qui limitent le gâchis, qui limitent la consommation énergétique de mauvaise qualité, etc. Donc il faut partir d'enjeux collectifs et en fait, il faut les amener dans des enjeux locaux, de proximité, appropriables. Et on le sait très bien d'ailleurs, hein, toute transition, elle est beaucoup plus portée par la proximité, par le local, qu'elle ne l'est par des grands et des méta-discours. Et ça revient à ce que tu disais il y a 2 minutes, Olivier, et je pense que voilà, ça c'est un élément fondamental. Il faut le prendre en entonnoir, le sujet de l'engagement, jusqu'au plus près du collaborateur. Et Olivier, le mot de la fin, comment fait-on avec des acheteurs très souvent fatalistes détachés? Quelle page? Je ne vous ai pas entendu, Marie. Comment fait-on avec des acheteurs, la première question, très souvent fatalistes détachés de votre classification? Voilà, il faut forcément parler un peu d'argent. Hein. J'ai dit tout à l'heure, avec un fataliste détaché, on ne peut pas éviter le sujet économique. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. Et on ne fait pas de publicité sur le billet d'avion pas cher. Merci Marie et merci à vous pour cette table ronde.